Si les montagnes occupent tout le centre de la Corse, elles s'étirent dans toute la longueur de l'île, augmentant de taille au fur et à mesure que l'on se rapproche du nord et du célèbre Monte Cinto, le plus haut sommet de Corse, culminant à 2706 mètres. Tout le massif est alors couronné d'innombrables pitons rocheux, dont plus d'une centaine s'élèvent au-dessus de 2000 mètres, façonnant un paysage chaotique de roches entremêlées. On se trouve ici, au cœur de la montagne insulaire, le long de sentiers ancestraux qui permettaient de traverser l'île d'est en ouest, par le chemin des crêtes et rejoignant les estives d'altitude. Paul et Karine suivent ces routes de jadis, sur les pas des bergers d'antan et de leurs troupeaux, en quête de pâtures estivales. Je crois qu'il y a des mouflons sur ces rochers là. Ouais, parfois. Mais il y a aussi d'autres animaux. Il y a des porcs, des chèvres, des vaches. Ah. Il y a un vent ici. Aide-moi. Tu m'aides jamais, hein? Allez, allez. C'est pas très gentleman, je trouve. Hein. Ah bon? Non, où? Regarde, il y a vraiment du vent, mais en tout cas, on a vraiment une vue magnifique. Hein. Oh. Regarde, de ce côté, vers la gauche, là, tu descends, tu as la rivière, là, tu descends dans la vallée des Croûtes. Là, tu vois les montagnes au fond. Là, tout droit aussi, on a tu vois, les arbres en bas. Ça, c'est des pins riches, c'est la forêt d'Ayton. Ensuite, on va descendre vers Rives pour rejoindre Porto et le large. Et la mer. C'est beau là. C'est quand même assez aride hein, au début là. Ouais. Il y a des beaux cailloux, on dirait des monstres, des démons. Et de ce côté, on a à l'est la vallée du Niolo. Et cette forêt de Valdognello. Elle est belle, hein? Sublime. Moi, je suis plus attirée par ce côté-là, quand même. Ah bon, vers le Niolo. Plus verdoyant. Et ici, tu sais qu'on appelait à l'époque les endroits venteux. Comme ici, Attenti à Bédra. Ici, ce sont les couloirs du mal. Les couloirs du mal. Les bêtes devaient avoir l'angoisse de passer par là, non? Ouais. Moi, j'y suis bien. Regarde, là, il y a plein de caca. Ça, c'est le caca des randonneurs. Tu vas avoir beaucoup de randonneurs. Hein. Ouais. Et juste en face de nous, regarde, la petite chapelle, enfin plutôt l'oratoire San Pedro. C'est très mignon, ça. Et les oratoires font partie du patrimoine bâti religieux de la Corse. Et ils ont été construits un peu partout sur les cols. Et ce sont les bergers qui les ont construits il y a très longtemps pour se recueillir. C'était des lieux de culte. Et très joli. Quand ils faisaient le chemin de la transhumance, ils se recueillaient un peu partout. Ils priaient. Et nous, on va faire pareil, on va allumer les bougies. Ah. Ouais, la porte, elle est jolie. Mais elle est un peu grippée. Essaye de ne pas la casser sur toi. Non, regarde. San Pedro. Ça va? J'arrive à allumer? Ouais, ça va le faire. Voilà. Les bergers d'antan devaient être vraiment très croyants hein, pour jalonner comme ça tout leur parcours de ces petits édifices religieux. Ouais, tu imagines ce qu'ils ont construit un peu partout. Et ouais, à l'époque, la société corse traditionnelle était très rattachée à l'église et à ses saints, ils étaient très croyants. Et là, on a San Pedro, Saint-Pierre, qui était l'un des saints les plus représentés en Corse avec Saint Paul. Et Saint-Pierre, lui, c'était un pêcheur. Et figure-toi qu'il s'appelait Simon à sa naissance. Et ensuite, il a abandonné ses filets pour aller rejoindre le Fils de Dieu. Et tous les deux connurent un sort funeste sous le règne de l'empereur Néron. Saint Paul fut décapité et Saint Pierre a été crucifié la tête en bas et inhumé au Vatican. Bon, c'était dur à l'époque, hein. Les roubages. Et tu sais qu'il y a aussi Saint Antoine. Saint Antoine de Padoue qui est vénéré aussi ici d'ailleurs dans le Niolo, puisque les bergers partaient en transhumance après la Saint Antoine, qui était je crois la célébration de Saint Antoine, c'était le 13 juin. Alors, ils portaient avec eux en transhumance une petite statuette de Saint Antoine
qu'ils mettaient, figure-toi, à l'intérieur d'une corne de vache qu'ils attachaient au cou d'une chèvre, donc, enfin plutôt d'un bouc, hein, le meneur du troupeau ou d'un bélier. Il se promenait avec sa corne et le Saint-Antoine à l'intérieur. Voilà. Et c'était super superstitieux en fait. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que les troupeaux ils étaient en sécurité. Ils étaient protégés par Saint-Antoine. Saint-Antoine de Padoue. Ouais, et ben, nous on va faire comme eux, on va transhumer sous la protection de Saint-Pierre. Tu pourrais fermer quand même. Je sais pas. Je suis dans le souffle du Dieu. De ces bourrasques. Et tu sais d'ailleurs, le bec ou le bélier, là, Oui. hein, on l'appelait Ougastrade. Ouais, Pourquoi? Il a jamais, toute sa vie? rien. Nous on allons. Même pas vite fait comme ça. Pourquoi tu me poses toutes ces questions, toi? Comme ça. Hop, té. Ouais. C'est incroyable ces arbres. J'ai jamais vu des troncs aussi courbés comme ça. Il est presque à l'équerre. Ouais, tu as vu, en même temps ici, sauf Yaouin, toi. Là, c'est 130 km/h, sans trop. Après des fois, tu rencontres même des gens comme ça, tu sais, avec les faces un peu inclinées. Et ils sont nés à San Pedro. Ouais. Ils sont magnifiques. Et celui-là, c'est mon préféré. Je vais prendre un peu d'énergie. Complètement fou ce gars. Donne-moi la force. La sève coule dans mes veines. Où tu es? Paul? Tu crois que c'était des bergeries ça? Je pense pas. Hein. Tu sais, là, on est sur des crêtes, pas loin du col. Il y a trop de vent. Là, il n'y avait que les démons ici. Ils ne s'installaient pas à ces endroits exposés. Hein. Ah, celui-là, comme il est beau. Ils sont magnifiques, ces êtres. Hein. Ouais. Uvaio. Belluccio, hein. Tout tordu. Et regarde, tiens, juste à côté, là, on a l'élébore, là, voilà. Regarde comme elle est verte. Viens voir. Et tu sais que l'élébore, elle a des propriétés. Et d'ailleurs, les bergers s'en servaient beaucoup. Pour faire quoi? Un oak. L'élébore, c'est un oak en Corse. Alors, tu sais ce qu'ils faisaient avec? Ils prenaient les racines, donc ils pilaient la racine, et ils déracinaient, ils pilaient avec un pilon. Ils faisaient une sorte de pâte. Et souvent, les chèvres ou les brebis en montagne, elles s'esquintaient, tu sais, dans les rochers un peu tranchants. Ouais. Et après, elles s'infectaient, il y avait des vers, tu vois, les plaies n'étaient pas très jolies. Donc, avec cette pâte hein, de racines d'élébore, il la mettait tout autour de la jambe de l'animal. Et ça soignait, ça tuait le ver et ça cautérisait la plaie. T'imagines? On dirait qu'elle pique, mais en fait pas du tout. Non, elle est douce. Et les animaux ne la mangent pas. Non. Et elle peut être toxique. Hein. Figure-toi qu'on l'utilisait aussi quand on avait la rage de dents. Ah bon? On mettait un bout de racine, ça te tuait la dent, net. Ça te tuait aussi du coup, non? Non, te tuait, non, mais ça dévitalisait. Après, tu as les dents grises, tu sais. Ou jaune ou verte. C'est joli, hein, quand même. Ouais. Mais ça m'intrigue quand même, ces pierres-là, comme ça. À quoi ça pouvait servir? Peut-être que c'était aussi des endroits pour parquer les troupeaux. Hein, tu sais, en transhumance, il fallait souvent s'arrêter de par le mauvais temps ou ils n'arrivaient pas dans les temps. Et attention. Tout va bien. Voilà. Non, à mon avis, ici, c'était pas des bergeries, c'était plutôt ça. Ils parquaient les bêtes, ils mangeaient, ils cassaient la croûte, ils restaient une nuit. Et après, ils repartaient vers les pâturages. Regarde là. Génial. Il y en a trop de vent. Elle est pas bien là? Enfin, moi, je pourrais pas vivre là. Hein. Il y a beaucoup trop de vent.
Et tu m'aurais fait des fromages à manger. J'aurais fini comme ça. Voilà. Aussi. J'aurais fini tordu. Comme ça. Hop, hop. Les hautes montagnes attirent le vent. Et celui qui vient du nord-ouest et que l'on appelle ici le maestrale est des plus redoutés, tant ses colères sont violentes, capables de tordre à jamais les arbres les plus robustes, de déplacer les rochers, de faire taire les oiseaux et de rendre fous troupeaux et bergers. C'est un vent de rafale, puissant et dévastateur. Un vent froid qui descend d'Europe du Nord, le long de la vallée du Rhône, et prend vigueur à la surface de la mer pour se déchaîner sur les sommets de l'île. Là, elles sont bien. Emobegole, pace, sono tranquille, tutto va bien. Prends pour un berger. Mais je l'ai été, enfin plutôt gardien de troupeau. Quand j'étais adolescent. Ah bon? Et ouais. Je savais pas. Et là, on va aller monter dans la montagne, en estive, vers la bergerie. Tu sais qu'ils mettaient des jours et des jours hein, pour aller dans leur bergerie, là-haut dans les montagnes. Ça me fait penser à une histoire d'ailleurs qu'on m'a racontée qui se déroulait dans le Niol, pas très loin là dans ces montagnes. Un jour, un jeune fils découvrit son père allongé près du troupeau. Le pauvre homme était mort de vieillesse. Alors il fit appel à des compagnons pour l'aider à porter son père à l'intérieur de la bergerie. Et là, ils décidèrent tous ensemble avec les bergers d'enterrer en fait son père le lendemain matin. Et le jeune homme, le pauvre, était très très triste. Et il était pris d'un sentiment de culpabilité parce qu'il avait toujours entendu son père dire qu'il voulait être enterré au village auprès de sa défunte épouse et de ses parents. Ouais. Alors le soir, alors qu'il veillait son père en implorant son pardon, un cavalier surgit. Alors tout le monde était très étonné parce que c'était très très rare de croiser des cavaliers dans la montagne comme ça. On a dit vous richetir, et en plus il devait même pas être du coin. Sûrement pas. Donc il lui expliqua qu'en fait il était poursuivi par les gendarmes pour une histoire de contrebande et qu'il a choisi donc de rejoindre les montagnes. Au moins il était sûr que les gendarmes ne se risqueraient pas à aller chercher sur des terrains aussi dangereux et escarpés. Alors la nuit était tombée et puis le cavalier avait très faim. Donc le jeune homme lui proposa de partager le repas avec lui. Alors tout en discutant, le jeune homme lui raconta un peu ce qui lui était arrivé. Et le cavalier lui proposa en fait de descendre son père au village dès le lendemain matin. Le jeune homme était un peu embarrassé parce qu'il lui disait qu'il en fait, il pourrait absolument pas le payer parce qu'il était très très pauvre. Mais le cavalier insista, alors le jeune homme finit par accepter, en le remerciant bien sûr très chaleureusement. Alors le convoi mit 3 jours pour atteindre le village. Les sœurs du défunt remercièrent le cavalier qui leur avait ramené le père. Et puis comme il commençait à pleuvoir très très fort, elles proposèrent le gîte au cavalier. Et le lendemain matin, donc imagine que la nouvelle avait vite fait le tour du village, une troupe de gendarmes arriva. Ils cherchaient abri sec parce qu'il pleuvait toujours gros comme ça. Le cavalier eut juste le temps d'enfourcher sa monture et de filer avant que les gendarmes ne l'attrapent. Partir derrière lui, ventre à terre, sur le chemin très étroit et sinueux qui menait au fleuve. Et les gendarmes savaient en fait qu'il n'y avait pas de pont et que le cavalier forcément allait être un moment coincé et qu'il pourrait l'attraper. Donc le cavalier il allait devant à fond et un coup il y a une mystérieuse silhouette qui lui barre le chemin et qui lui dit « Tu veux traverser? Traverse ici mais vite, car la crue fait monter les eaux et bientôt ce guet n'existera plus. »
Le cavalier, il hésitait quand même un peu et puis il s'élança dans les eaux tourbillonnantes et effectivement, il réussit à grimper sur l'autre berge. Quand il se retourna pour remercier son sauveur, il n'y avait plus personne de l'autre côté, sauf les gendarmes qui déboulaient. Et comme ils virent qu'il avait réussi à passer, eux aussi tentèrent la traversée et les deux premiers se jetèrent dans les flots et furent comme ça submergés par une énorme vague tout entier avec les chevaux. Il n'y a plus les gendarmes. Voilà. Donc du coup, le cavalier put continuer sa route. Et l'homme mystérieux, ça devait être peut-être Dieu, non? Un envoyé de Dieu, Voilà. pour les remercier. Exactement. Comme quoi, toutes les actions, quand elles sont accomplies gratuitement, sont récompensées. Eh ouais. Il faut toujours faire le bien. On va les amener, ces brebis là-haut. Aspetta bene. La montagne est, après le littoral, l'autre cœur historique de la Corse. Celui du pastoralisme, ses bergers et ses troupeaux. Celui des convois de muletiers qui reliaient les vallées encaissées. Ces barrières rocheuses, ces murailles dressées comme des épines sur le dos de l'île, ont été 1000 fois le fantastique panorama des bergers et des marchands tout au long de l'histoire de la Corse. Tout comme celui, aujourd'hui, des randonneurs qui sillonnent à nouveau ces chemins entaillés, au pied d'imposants colosses de pierre. Oh, les chèvres passaient par là, sur les crêtes de San Tommaso, pour rejoindre le lac du Nîmes, le Campoutile. Pour elle, c'était facile. Hein. Ouais, ah, tiens, une gourde, j'ai soif. Tu vois, les randonneurs, ils laissent tout, les gourdes, les sacs à dos, les tentes. Parce qu'en fait, ils partent chargés comme des mules, les moulachs. Et après, ils n'en peuvent plus. Et Ils abandonnent tout sur le chemin. Ouais. Mais nous, on récupère. Hein. Voilà. Così, il sciacca appena l'acqua. Non, tu ne bois pas ça, hein, c'est dégueu, Paul. Ils ont rouge. Ça a des haltères. Regarde là, la vallée. Magnifique. Hein. Ça plonge dans le Liamone, tu vois, parce que le Liamone, il prend sa source juste au-dessus et il se jette dans le golfe Sagone. Ah. On voit bien la mer de là. T'es. Moi, je vais faire la pause technique. Voilà, fais attention, hein, parce que des deux côtés, on a le vide. Hein. Mais bon, tu me fais toujours passer par les chemins. Alors, attends. Attrape-moi. Ouf. Tu as de ces idées, franchement. Je suis pas une chèvre, moi. Hein. Et moi, je suis un bouc. Tu es le bouc. C'est bon. Ça passe. Ça passe plus. Ah, mais là, ça va. C'est bon.
Encore plus haut, cette étrange falaise juchée sur le massif représente le second sommet le plus important de l'île, la Paglia Orba. Elle est comme un immense monstre de grès qui lèverait la tête arrondie vers le ciel. Elle qui est faite de roches sédimentaires que la tectonique a perchées sur un massif volcanique plus ancien. Sur le toit de l'île, juste en dessous de la voûte céleste, les montagnes prennent des formes de monstres pétrifiés, des monstres couchés aux allures paisibles, comme les gardes d'une forteresse fantastique. Juste derrière la Paglia Orba, le cap Putafunato garde un œil ouvert sur la vallée qu'il semble protéger. Ici, l'homme est définitivement entré dans le domaine des dieux et des monstres légendaires. Un univers de forces mystérieuses et surnaturelles, où tout n'exprime que puissance et grandeur. Ah! Bocca stazzone! Du Fils et du Saint-Esprit. Ah! Usatanasso! Ah! Ah! Paul, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Ça va pas? Je chasse le malin. Ah! Parce que figure-toi qu'ici vivait le diable. Ah bon? Il y a des millions d'années, ouais. Il viaggiait dans toute la phare. Et le diable était installé ici, il avait installé même sa forge à l'endroit même où nous nous trouvons. Et il labourait la terre du milieu. Et un beau jour se brisa ce qui ne pouvait être brisé, le soc de sa charrue. Donc le diable décida de reforger un nouveau soc, aussi dur que la roche de Dieu. Il forgea des années, des siècles. Et un beau jour, d'un coup de masse, bah, il éclata la roche en 3 morceaux. Et ensuite, fou de rage, il prit le marteau, il le lança à travers la vallée, et le marteau alla percuter la montagne d'en face, et naquit le cap Putafunat. Et ici, il ne reste aujourd'hui que les pierres pétrifiées, les morceaux de forge. C'est marrant parce qu'on m'a raconté une autre version de cette histoire. On m'a dit qu'en fait, ces gros rochers avaient été des bœufs. Les bœufs que Saint-Martin aurait pétrifiés. Les bœufs du diable, bien sûr. Parce qu'il est intervenu un jour que le diable essayait de labourer ses plateaux. Et il figea le tout dans la pierre. Le diable, fou de rage, attrapa sa charrue et pareil, il la jeta, il fit traverser la vallée pour aller percuter la montagne en face et créer l'actuel trou. La montagne percée. Voilà. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? Mais je préfère la mienne. Je préfère la mienne. Non, on va garder les deux alors. Passe-moi un peu d'eau, va, s'il te plaît. Eh. C'est la gourde que tu as trouvée sur le chemin. Ben oui, Oh, la gourde du randonneur. ben oui. Oh, j'en veux pas. Oh, le lac Ginny. C'est pas beau ça, c'est le paradis. En fait, le diable, il avait rien à faire là. Il vivait là, hein, il dirait gaz avec Heureusement que Saint-Martin a débarqué et qu'il a pétrifié les bœufs. Saint-Martin, il n'est pas venu ici. C'est le diable qui vivait ici. Je te le répète plus. Moi, on m'a dit qu'il y avait Saint-Martin dans le coin et que c'est grâce à lui que le diable a arrêté de labourer le plateau. Ouais, mais Saint-Martin, je le vois. Regarde, mais il s'est transformé en bœuf. Puis tiens, si tu allais rendre la gourde là, Ah bon. au randonneur. Hein? Oui, c'est ça, je me la garde à Midingo. Et je te dis, moi, que Saint-Martin, il était dans la scala de Sant'Ardina, et Micagui.
Ok, Paul. Saint-Martin, il n'y était pas sur le plateau. Par contre, il est dans d'autres histoires. Ah, ça c'est mieux. Ça te rassure? Ah oui, Par contre, je voudrais que tu rendes cette gourde au randonneur. pas de question, je l'ai trouvée, je la garde. On ne garde pas des gourdes comme ça. Il a bu dedans. C'est pas propre. Un peu. Moi j'aime bien cette gourde, elle est toute rouge.